Est-ce qu'il faut des bonnes conditions pour préparer une saison de parapente? Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises conditions pour ça. Moi si je devais résumer ma préparation, le début de saison, je dirais que c'est avant tout des rencontres, des créneaux qui m'ont tendu la main, à un moment où j'étais seul chez moi, où je ne pensais pas voler. Et c'est assez curieux de se dire que parfois, les hasards, les hold-up forgent le mental. Parce que quand on a le goût du vol libre, quand on a le goût du thermique bien enroulé, le beau vol, et ben parfois, on ne trouve pas les conditions qu'on attendait d'après les prévisions, et donc le miroir qui vous aide à avancer une fois en l'air, et puis du coup à progresser dans votre pratique. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire, j'ai tenté, j'ai volé, je dis merci à la vie, je pense parapente, je vis parapente, je ne suis qu'un accro à ça. Et finalement quand les gens me disent mais comment fais-tu pour avoir toute cette passion ? Eh ben je leur réponds tout simplement, c'est ce goût du ciel, ce goût de pouvoir planer, ce goût qui m'a poussé à entreprendre tous ces vols et à les partager, pour au final me mettre au service de la communauté afin de faire le don de soi. Voilà, j'espère que cette introduction résonne en vous. Je pense que vous avez reconnu la référence. Vous l'aurez peut-être compris, on va parler dans cette vidéo de préparation de sa saison de parapente orientée sur le vol de distance. Allez, rapide générique et c'est parti. Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous arrivez un petit peu à voler en ce début d'année. Pour ma part, j'ai bien commencé le mois de janvier, j'ai plutôt bien optimisé, un peu mieux que les années précédentes. J'ai volé que sur des sites différents depuis le début de l'année. En hiver, faut être quand même un petit peu optimiste pour voler, c'est pas du tout cuit, faut y croire. Parfois il pleut le matin, il fait beau l'après-midi, faut être au bon endroit au bon moment. Voilà, parfois il y a du vent fort, mais ça peut donner des beaux créneaux de soaring. Et voilà, parfois il y a un peu de thermique, comme à Vérel ou à la Croix d'Alan, comme vous avez pu voir à la dernière vidéo. Et voilà, c'est le début de saison, la météo elle est pas encore super clémente, mais j'ai remarqué à chaque année, à cette période, que voilà, il y a des vols où les conditions elles sont un peu pourries. Voilà, faut bien le dire. On fait pas un super vol dans ce genre de conditions, mais ce jour-là, on peut quand même capitaliser de l'expérience et du coup renforcer certaines de nos compétences, voilà, pour préparer sa saison de vol. C'est ce qu'on va voir après. Avant de continuer, si le contenu te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner et puis à commenter, c'est très important pour le soutien à la chaîne. Je remercie tous ceux qui m'envoient des messages de remerciements, ça me motive vraiment à continuer les contenus. J'ai envie de vous parler de ma façon de préparer ma saison de cross. Toujours pareil, je vous partage mon expérience, c'est pas une leçon de ce qu'il faut faire, c'est juste comme ça que moi j'ai globalement fonctionné ces dernières années et je crois que ça m'a plutôt réussi. Alors pour ma part, je suis quelqu'un de plutôt autodidacte, j'aime bien trouver les solutions par moi-même. Après mon stage d'initiation, j'avais pris mon autonomie assez rapidement. J'ai pas fait d'autres stages, à part les 2 CIV que vous avez vus. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup échangé avec d'autres pilotes, voilà, toutes ces petites rencontres, ça a fait la richesse de mon apprentissage. Voilà, c'est ça qui m'a construit petit à petit avec son lot de bonnes ou de mauvaises expériences. Alors si je vous dis, les vols pourris font progresser. Pourquoi je dis ça? Parce que dans une saison de vol, il n'y a pas que des conditions idéales, notamment au début de saison, il y a des vols calmes, des vols rando, des vols du soir, mais il y a aussi des vols bizarres. Je pense que ça vous parle, des vols où tu comprends pas trop la masse d'air, c'est pas trop en accord avec ce que tu avais vu à la prévision, et puis finalement tu t'es mis en l'air, voilà. 2024, putain les conditions, il n'y a pas un jour, il y a rien qui cloche quoi. La convection paraissait bonne, un petit sud-ouest-ouest annoncé, au final on se retrouve encore avec du sud-est. On va vraiment voir quel modèle a le plus souvent raison parce qu'on se fait bien avoir. Et ben ces vols particuliers, ça peut être un peu décevant le jour même, mais finalement c'est avec ça qu'on va créer de la richesse dans son pilotage. On va travailler des choses sur le site, puisqu'on n'a plus d'objectif de distance. Et voilà, si la masse d'air elle est quand même en accord avec notre niveau, eh ben on va pouvoir tester plein de choses. Alors après il faut trouver le juste milieu. Quand je dis masse d'air pourrie, c'est encore volable en sécurité, mais voilà, pas pour tout le monde, mais voilà, moi j'y resterai pas des heures dans ce genre de masse d'air, mais voilà, une demi-heure, 3/4 d'heure dans le bouillon, c'est hyper formateur, c'est très dense, et je me dis toujours, ça va me servir.
plus tard, dans un cross, ça devrait me servir parce que voilà, dans un cross, on a toujours des moments où ça avance et des moments où on est en galère, où il faut être plus vigilant. Et puis sur l'ensemble, il faut être endurant. Et donc s'entraîner à ce genre de choses sur le site qu'on connaît bien, et voilà, c'est de l'expérience qu'on va pouvoir ressortir à un moment donné. Donc si on arrive à gérer des conditions un peu pourries chez soi, le jour où ça crosse, normalement, ça devrait être un peu plus gérable. Parce que voilà, pour ma part, je choisis pas des journées de cross où il y a 25 km/h de vent, hein, mais ça peut arriver qu'il y ait des passages dans la brise, un passage un peu sportif. Et du coup, je me suis dit, je suis préparé à ça avec ces petits vols. C'est comme quand on dit l'entraînement doit être plus dur que le match. Après voilà, dans les premiers petits crosses de l'année, il y a le froid, les conditions elles peuvent être assez remuantes au début de printemps, donc faut pas non plus s'épuiser, faut reconnaître ses limites, il faut écouter son corps tout simplement, et il faut se réhabituer petit à petit. Donc être satisfait d'un vol dans des conditions bizarres, c'est juste dire qu'on a fait le maximum dans les conditions du jour, et qu'on a pu travailler un petit peu quelques compétences dans un secteur donné. Voilà, je vous donne un exemple. C'était le 2 avril 2024. Déjà, on a eu du mal à décoller parce que le vent il tournait pas mal au décollage et on s'est rendu compte que finalement le sud était bien présent malgré quelques cycles d'ouest favorables. Une fois en l'air, on s'est tous fait chahuter, même loin du relief, parce que le vent était en réalité sud-est et non pas sud-ouest comme les prévisions annonçaient. Donc tous les thermiques étaient en réalité sous le vent et les turbulences associées très inhabituelles et inconfortables. Moi, je suis toujours très méfiant avec le vent de sud-ouest annoncé pour le Revard, même quand c'est léger. Je préfère vraiment crosser quand c'est des conditions de nord, nord-ouest. Le sud, c'est toujours imprévisible, quoi. Sur ce massif-là, en tout cas. Parce que d'après mes expériences et les retours des autres pilotes, c'est souvent peu fiable comme condition. Longer la chaîne de ce côté-là, c'est rarement agréable avec du vent de sud. Ce jour-là, par contre, j'ai appris avec de la marge au relief à piloter de fortes turbulences de cisaillement. Faut pas rester aux arrières, là ça bouge trop. Putain, c'est ouf là. Ah, je suis sous le vent de quelque chose en tout cas. Hein. Oh, c'est vraiment pas agréable quoi. Là je suis contré par je sais pas quoi. Oh. Ah, putain, les conditions elles sont chimiques. Alors heureusement, lors des grands crosses, j'ai pas tout le temps ce genre de conditions, mais j'ai eu plusieurs passages difficiles à négocier, donc ça m'a vraiment servi. Ça permet de comprendre les réactions de sa voile en véritable situation aérologique dans la turbulence et pas seulement en stage de simulation d'incident de vol où on a provoqué les fermetures. Ça permet de travailler le pilotage aux arrières, hein, tout en se dégageant l'esprit, je vais pas crosser. Voilà, on reste dans le bocal où on s'éloigne un tout petit peu, mais on s'enlève l'esprit de je vais crosser finalement. Je vais juste travailler quelque chose. Bon, si tu veux tester ton pilotage actif, viens sur Saint-Hilaire. Tu verras ce que c'est, avec les thermiques pas réguliers, avec des bords cisaillants. Rien de mieux pour savoir comment une aile elle est faite. Une fois que tu sais faire à Saint-Hilaire, tout le reste, ça semble facile. On peut appuyer sur l'accélérateur, on peut s'éloigner du relief, ça peut être encore un peu turbulent. On met l'accélérateur, moi j'essaye, premier, deuxième, troisième barreau. Je regarde si j'arrive bien à gérer tout ça aux arrières et voilà. Ça me permet d'accumuler de l'expérience en dehors des gros vols. J'en profite dans ces vols-là pour voir si en début de saison je suis toujours capable de gérer la force G. Hein. Je me rends compte là avec l'Arctique, changement de catégorie, c'est un peu plus rapide, c'est un peu plus énergique, donc c'est normal. Et donc il faut se réhabituer tranquillement. Donc voilà, je me suis mis à refaire des 3.6 sorties chandelle, des 3.6 dissipés et voir un petit peu où j'en suis. Et quand on est à plusieurs sur un site, ben voilà, si on a tous à peu près la même idée, c'est de rester et d'exploiter, de rester en groupe, ben on peut s'amuser à jouer au roi du thermique. Qui va exploiter la meilleure ascendance, qui va exploiter au mieux la masse d'air ce jour-là, c'est assez rigolo. Oh, vous êtes tout petit en bas. C'est un peu challengeant et voilà, le thermique, il faut en bouffer, il faut faire du volume avec, et il y a que en se comparant un petit peu avec d'autres pilotes qu'on se dit est-ce que j'enroule comme il faut, est-ce que je me fais doubler ou pas. Voilà, se faire doubler en thermique, c'est pas bon, c'est qu'il y a quelque chose qui peut être mieux. Donc les plans de vol, les tutos pour le cross c'est bien, mais le thermique c'est la base. Conclusion, si on a fait au moins 2-3 exercices dans ce genre de vol, eh ben on n'a pas laissé une simple ligne dans son carnet de vol, juste j'ai fait un déco, un atterro, on a au moins engrangé un petit peu l'expérience. Bon, j'ai commencé par vous parler du cas le plus extrême, hein, les turbulences, mais il y a aussi l'inverse. À l'inverse, c'est les petites conditions. Voilà.
tenir dans 3 fois rien, je me suis mis à le bosser souvent sur le site, et puis à force, je suis devenu un petit peu meilleur à la raccroche, j'ai commencé à apprécier ça, et puis voilà, après dans les vols, je le subis moins mentalement, le fait d'être un petit peu en galère dans des zones en attente. Qu'est-ce que j'ai pu me stresser à mes débuts, au pied de l'épaule du Semnose, hein, et à l'extraction à Mont-Lambert. Voilà, je manquais de volume, je manquais de technique, j'étais très stressé à cause de ça, j'avais de la pression, et voilà, donc si on s'entraîne sur ce genre de secteur sur site, bah forcément, on améliore son virage, on améliore sa précision, on améliore sa confiance en soi, et puis si jamais en plus on a une nouvelle voile pour la saison en cours, bah ça permet de mieux la découvrir. Alors tout comme tenir en petites conditions, bah voilà, ça vous aide à sauver des points bas. Ça, c'est une source de stress. Et si on apprend à gérer ça sur un site connu, normalement, c'est moins compliqué pendant un cross, loin de son atterrissage, avec le stress qu'il y a en plus. Je vous donne un petit exemple. 2 jours après le vol bizarre au Revard, je me retrouve au Sapnay Sud avec une masse d'air très cyclique et je me retrouve un petit peu bas quelques minutes après. Il y a de l'ombre, je me fais pas mal écraser et en général, si on perd la dernière falaise, on peut plus vraiment remonter. Je me retourne, vent de dos, je cherche un appui pour me mettre en attente, je teste la zone limite où on passe légèrement sous le vent et puis comme je trouve pas d'appui dynamique, eh ben, je vais chercher en avant du relief un thermique parce que le soleil était un petit peu revenu en bas que je ressens dans les mouvements de ma voile. J'arrive finalement à le centrer, il est très turbulent au départ, hein, comme beaucoup de thermiques de basse couche, mais voilà, il m'a permis de ressortir de là, ça me décale un petit peu en arrière, mais ça m'a permis quand même de retrouver la zone d'appui dynamique et puis de reprendre mon vol. Voilà, petit exercice comme ça, c'est bien sympa, c'est bon pour la confiance. Et moi je suis sorti la faire, je suis retourné à hauteur du déco. Youhouhou. Et voilà, on est sur site connu, donc c'est le moment de tester plein de choses qu'on fait pas forcément pendant un cross, parce qu'il n'y a pas de risque. Pas de risque en tout cas sur le résultat. On peut regarder l'effet d'une laisse de chien plus grande, plus courte, plus à l'extérieur. Voilà, moi je me suis mis à tester plein de trajectoires différentes et j'ai changé un petit peu ma façon de voler dans certains secteurs. On peut tester la distance au relief. Est-ce que ça vaut le coup d'être à 30 mètres du relief ou est-ce que des fois à 50, 70 mètres au relief, c'est pas un peu mieux? On teste. Au printemps, peut-être que c'est mieux loin du relief. Gros thermique loin du relief. Est-ce que à l'été, ça vaut le coup d'être un peu plus près avec la brise? Mais ça dépend des jours. Mais autant le tester ce genre de journée. On peut tester si ça marche mieux en faisant des 8 devant le relief, en faisant des vrais tours de thermique. Voilà, on teste un petit peu la façon d'enrouler. Est-ce que je cadence mieux à l'intérieur, à l'extérieur? Est-ce que je mets de la sellette ou pas? Voilà, on teste tout plein de façons de piloter. Et puis c'est le moment d'exercer son regard. On se met plus loin du relief et puis on se concentre que sur l'observation. Hyper important, le regard, ça permet d'avoir un coup d'avance plutôt que d'être sans arrêt en train de subir les choix qu'on a fait. Et puis quand on prend une décision en cross, on essaie de s'y tenir, sauf si c'est pour une bonne raison, mais il faut arrêter d'hésiter tout le temps, juste parce qu'on n'a pas confiance. C'est le moment aussi de tester, je l'ai dit dans la vidéo précédente, l'ergonomie des instruments. En radio, est-ce qu'on m'entend bien? En réception, est-ce que j'entends bien les autres? Voilà, est-ce que répondre à la radio, ça me met en insécurité? Auquel cas, le système de déclencheur, ça peut être une bonne solution. Actuellement, on teste de manière un peu plus approfondie l'application Zello avec les copains et on va essayer de systématiser son utilisation. J'ai d'ailleurs acheté les boutons de déclenchement. Donc on va tester ça dès que j'ai des conditions de vol. Voilà, dans ce genre de vol, on peut essayer de regarder si le live track il marche très bien, si on se voit sur XC-Track, si on se voit sur Sport Track Live par exemple. Est-ce que notre GPS il nous donne des informations cohérentes entre XC-Track et puis par exemple le C-Ride que j'ai? Est-ce que les données elles sont bien visibles? Est-ce qu'elles sont utiles? Et est-ce que j'arrive à bien les exploiter? Ah oui, il y a une chose qu'on peut faire en vol, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est faire des balises, s'amuser à créer un petit parcours, là. Même si c'est pas loin, bon, ça peut se faire tout seul ou en groupe, mais voilà, ça permet de se challenger un peu. Je l'ai pas encore fait, mais je pense que ça peut être assez intéressant. Donc tout ça, c'est ce qu'on peut faire en vol, mais il y a aussi tout ce qu'on peut faire à la maison, gratuitement, par n'importe quel temps. Ah, aujourd'hui, il pleut des cordes, on peut faire de l'analyse de traces. Voilà, je peux revoir mes traces, recomprendre ce qui s'est passé pendant le vol, je peux par exemple comparer aussi avec d'autres traces des copains,
aller voir qu'est-ce qui a été fait comme trace sur X-Contest, sur la CFD le jour même, savoir si il y avait moyen de faire mieux, voilà, ou si d'autres pilotes ont galéré. On peut aller voir d'autres traces pour rester motivé, voilà, pour rester inspiré. Et puis on peut lire des récits de vol, même que au niveau du texte. Et puis il y a tout ce qui est planification de vol. Faire des plans de vol, ça a deux intérêts. Garder la motivation et stimuler la créativité, la réflexion. Oh, je viens d'avoir une idée horrible. Non, deux, même trois. Oh là là, oh là là, oh là là, j'ai plein d'idées. Oh, je suis trop fort. Donc on peut faire des plans de vol, certains réalisables et d'autres juste pour s'entraîner et comprendre les bons ou les mauvais placements. Voilà. Stratégie, sécurité, voilà. J'ai beaucoup regardé les Skyway, les points thermiques. Il faut s'entraîner à élaborer des plans B quand tout marche pas forcément comme on l'avait prévu. Tout ça, c'est pour se préparer à l'adaptation. En vol, en conditions réelles, ça se passe jamais exactement comme prévu. Et donc pour faire un plan de vol qui colle avec notre niveau, il faut évaluer son potentiel de distance. Et pour ça, c'est combien de temps je suis capable de rester en l'air, à quelle vitesse moyenne de vol je vole, c'est sur les derniers vols. Je multiplie le temps par la vitesse et j'obtiens ma distance, mon potentiel de distance sur un cross. Et enfin, il y a tout le côté mental et sécurité sur le renoncement. Au moins une fois ou deux dans l'année, je suis assez content de quitter un décollage en n'ayant pas choisi d'aller voler et en me disant dans ma tête, je suis content d'avoir renoncé à celui-ci, je le sentais pas. Et une fois de plus, j'ai mis à l'épreuve mon renoncement et je suis encore capable de prendre cette bonne décision, voilà, pour ma sécurité et pour garder un petit peu le flow positif. Si je me mets en l'air et que j'ai vraiment fait une erreur, ça va jouer sur la confiance en soi et à choisir les bonnes journées. Donc renoncer en l'air et renoncer aussi avant de décoller, c'est encore mieux quand on le sent pas. Voilà, je vous ai raconté tout ça, c'est tiré de mes habitudes, c'est pas forcément très structuré, mais voilà, c'était ma façon de faire. Par contre, faut pas oublier que dans tous ces moments, faut toujours qu'il y ait une part de plaisir et que ça soit pas une contrainte. Chacun mettra la barre où il veut, en fonction de ses envies et de sa façon de pratiquer l'activité. Mais voilà, je me dis que parfois, pour se faire plaisir, il faut aussi passer par des moments moins sympas, mais qui feront gagner en expérience et sur laquelle on pourra compter la prochaine fois en vol ou en cross. Ça fait plaisir. Encore une fois, c'est que mon expérience. Il y a certaines personnes qui aiment bien faire leur progression par eux-mêmes et d'autres qui préfèrent avoir les conseils d'un pro. Et puis, je vous conseille d'être très curieux de ce côté-là. Moi, j'ai pas mal de lectures à vous conseiller. Toujours pareil, Topocross Parapente. Bon, ça c'est sur le concret. Il y a Gestion des risques en parapente. Très 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 bon bouquin. Évidemment, il y a parapente vol de distance et parapente performance. On y trouve plein de conseils. Donc là, c'est plus structuré que ce que je vous ai raconté. Mais voilà, à chacun sa méthode. J'espère que vous avez apprécié le format. J'ai hâte de vous raconter autre chose, de vous partager des vols, mais je pense que le sujet était plutôt intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter. Et puis voilà, dites-moi vous comment vous passez le temps, comment vous préparez votre saison. Est-ce que comme moi vous aimez bien sauter sur des petits créneaux et faire des hold-up et puis voilà, est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce qu'il y a de bonnes ou de mauvaises conditions? Voilà. Je vous laisse, je vous dis à bientôt. Ciao, prenez soin de vous, fly safe et à la prochaine!